bonjour à tous et bienvenue sur cette première session du coup de webinaire sur la loi Egalim. Donc le but de ce webinaire, ça va être de décortiquer un petit peu pour vous la loi et de vous aider surtout dans la mise en conformité. Donc c'est une première session en fait parmi 3 sessions. Donc il y aura 2 autres sessions qui se tiendront le 7 octobre et le 21 octobre. Donc je pense que voilà, vous avez dû recevoir aussi une communication et je vous invite du coup à vous inscrire aussi à ces 2 prochaines sessions si c'est pas déjà le cas. Avant de me présenter, comme c'est Ami 2 qui organise le webinaire, je vais laisser peut-être l'équipe d'Ami 2 se présenter. Tu veux commencer, Valentin? Oui, donc Valentin Haroun, je suis en charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour Ami 2 et donc j'ai participé à l'organisation de ce webinaire sur la loi Egalim avec Anaïs et puis d'autres personnes de chez Ami 2. Donc j'espère que vous allez apprendre certaines choses nouvelles et que vous allez pouvoir, grâce à ce webinaire, vous adapter en fonction de cette loi. On va enregistrer la vidéo, donc pour les personnes qui ne souhaitent pas apparaître à l'image, je vous laisse couper votre caméra si ça ne vous pose pas de problème. Et puis comme l'a expliqué Anaïs, pour les questions, vous pouvez passer par le chat, on va noter les questions et les reposer à Anaïs après. Et puis si c'est vraiment sur l'instant, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra et à poser directement votre question. Je pense qu'on ne va pas faire le tour de toutes les personnes Ouais. Ça marche. Et du coup, donc moi, c'est Anaïs Gascon. Alors, je suis consultante indépendante en solutions durables depuis plus d'1 an maintenant. Mon activité, en fait, c'est de conseiller et d'accompagner les structures dans leur transition écologique. Voilà, donc je réalise des missions d'audit, de conseil, d'accompagnement. J'aide également les structures à trouver les financements adaptés à leurs projets, donc toujours en lien avec le développement durable. Et je les aide également à valoriser en fait leurs bonnes pratiques grâce à des écolabels. Hop. Voilà. Donc, avant de commencer, du coup, donc là aujourd'hui, on va voir une courte introduction et on va directement aborder la première mesure de la loi Egalim qui concerne la restauration collective, donc qui porte sur la mise en place de produits de qualité et durables dans vos restaurants. Lors de la 2e session qui se tiendra le jeudi 7 octobre, on abordera la 2e mesure sur l'information sur la composition des plats et la 3e sur les repas végétariens. Et lors de la 3e session qui se tiendra le jeudi 21 octobre, on abordera donc les mesures 4 et 5 sur la réduction du plastique et sur le gaspillage alimentaire. Voilà, donc là, on va commencer une courte introduction, rappeler un petit peu le contexte de la loi, donner aussi les objectifs et ensuite, on va faire un focus sur vraiment ce qui concerne la restauration collective. Hop, donc voilà, pour commencer, je voulais vous montrer une courte vidéo de 2 minutes. Alors, je vais du coup changer le partage d'écran. Hop, hop, hop. Voilà, je vais lancer normalement. Ce projet de loi, il vise d'abord à mieux rémunérer nos agriculteurs. C'est aussi manger plus sain, plus sûr et plus durable. La restauration collective, c'est 7 milliards de repas qui sont pris chaque année. Nous allons imposer à la restauration collective de mettre 50% de produits bio ou de produits sous signe de qualité ou de produits locaux dans leurs repas. Aujourd'hui, dans nos cantines, nos enfants, lorsqu'ils mangent bien, lorsqu'ils ont du plaisir à manger, il y a moins de gâchis. Et donc, nous luttons aussi à travers cela contre le gaspillage. Le gaspillage alimentaire en France, ça représente 150 kilos par an et par personne. Cela ne peut plus durer. Un autre aspect de la loi, c'est la possibilité pour les entreprises de restauration collective de pouvoir faire du don alimentaire. Ce don alimentaire, il ira aux associations qui travaillent avec celles et ceux de nos concitoyens qui sont les plus démunis et les plus précarisés.
La juste rémunération des agriculteurs, c'est permettre aux producteurs de déterminer eux-mêmes le prix qui leur permettra de pouvoir gagner leur vie, de pouvoir investir, de pouvoir innover. Par exemple, c'est le regroupement. Le regroupement en organisations de producteurs, en associations d'organisations de producteurs, qui leur permettront d'être plus forts, mieux entendus, de mieux défendre leurs intérêts auprès de leurs interlocuteurs, que ce soit des transformateurs ou des distributeurs. Un des enjeux importants de ce projet de loi, c'est de préserver notre environnement et de préserver notre biodiversité. Nous avons décidé de supprimer l'utilisation de 5 néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Nous avons mis en place un plan de sortie des produits phytosanitaires. Nous avons décidé de créer des référents bien-être animal qui seront dans chaque abattoir et qui veilleront à ce que le respect du bien-être animal soit assuré tout au long de la chaîne. Cette loi, son objectif, c'est de redonner de la compétitivité à la ferme France, de faire en sorte que nos agriculteurs vivent mieux de leur travail. C'est faire en sorte que nos concitoyens puissent avoir une alimentation sûre, saine, durable, et qu'elle soit accessible à tous. Voilà, donc du coup, je vais reprendre maintenant le support. Voilà, donc c'était une vidéo présentée par Stéphane Travert, qui était l'ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Voilà, c'était tout simplement pour vous donner un aperçu en fait de la loi Egalim dans son ensemble. Hop, alors la loi Egalim, déjà d'où vient le nom Egalim? C'est tout simplement dû aux États généraux de l'alimentation, donc Egalim, qui ont été lancés en 2017, avec pour objectif de rémunérer plus équitablement les producteurs et de promouvoir une consommation plus saine et durable. Voilà, comme l'a dit notre cher ancien ministre. Elle s'applique, comme son nom l'indique, aux produits alimentaires. Elle a été adoptée par le Parlement, puis promulguée le 1er novembre 2018. Voilà, donc bien faire la différence avec l'Ocalim. L'Ocalim, qui n'est pas une loi, d'ailleurs, c'est plus un dispositif en fait qui promeut l'achat de produits locaux. Et ça, on le verra plus par la suite. Voilà, donc il y a 3 objectifs principaux en fait à l'existence de cette loi. Le premier, c'est de payer le juste prix aux producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. Le deuxième, c'est renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits. Et le troisième, de favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. Voilà. Et au-delà en fait de ces discours un petit peu politiques, je pense que vous êtes tous sensibilisés également au sujet du changement climatique. Et donc, l'ADEME a signalé que l'alimentation représente un quart de notre empreinte carbone, de l'empreinte carbone des ménages en France, donc c'est considérable. Alors là, on ne parle pas de ménage, on parle de la restauration collective, mais voilà, c'est pour vous donner quand même une idée de ce que représente en fait l'alimentation dans notre quotidien et sur notre impact carbone. Voilà, donc c'est pour ça que la vraie question, c'est celle-ci. Donc c'est vrai que, voilà, je pense que vous savez qu'il y a, enfin, sans vouloir avoir de discours alarmistes, mais voilà, il y a vraiment urgence sur le climat. Donc, on sait maintenant que les petites actions ne suffisent plus. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment voilà, agir de manière individuelle et de manière collective aussi sur ces questions climatiques. Et donc les sujets qu'on va aborder, ça en fait partie. Voilà, donc l'idée, ça va être d'agir collectivement en fait pour aussi ces enjeux de changement climatique. Donc parmi les mesures qui sont dans la loi Egalim, il y en a au moins 5, enfin il y en a 5 qui concernent la restauration collective. Donc les produits de qualité et durable, l'affichage et l'information sur la provenance et la composition des plats, la diversification de protéines et les repas végétariens, l'interdiction de certains contenants et ustensiles plastiques, et enfin la réduction du gaspillage alimentaire.
Voilà, donc là, ça va s'articuler un petit peu de la même manière de toute façon pour chacune des 5 mesures. En premier lieu, on va décortiquer un petit peu le cadre de la loi. Dans un deuxième temps, je vais vous proposer des préconisations en fait pour la mise en conformité avec cette mesure. Il y aura également des ressources, donc des liens avec des documents téléchargeables ou voilà, des liens vers des sites qui vont vous donner un peu plus d'informations. Et enfin, à la fin, comme on le disait tout à l'heure, il y aura un temps d'échange, de questions-réponses et de bonnes pratiques. Voilà, donc là, au niveau de la première mesure, donc, qui concerne la mise en place de produits durables et de qualité dans vos restaurants. Donc, ça concerne bien tous les restaurants collectifs, sauf les restaurants administratifs des entreprises privées. Et donc là, l'échéance est au 1er janvier 2022, donc ça va arriver très vite. Et la loi exige qu'au moins 50% de vos produits en valeur hors taxe d'achat en euros, donc ça c'est important, on ne parle pas de volume ni de poids, c'est vraiment en valeur d'achat. Donc 50% des produits en fait que vous mettez à disposition doivent être des produits de qualité et durables. Voilà, dont au moins 20% de produits bio. Donc, il y a une tolérance pour les produits dits en conversion, même s'il y a des conditions spécifiques. Donc, voilà, pour aller au plus simple, je vous conseille d'aller directement sur du bio. Et donc, 20% de produits bio et le reste, du coup, doit comporter au moins un de ces labels. Donc, je pense que vous les connaissez, appellation d'origine contrôlée, appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, haute valeur environnementale, le label rouge, spécialité traditionnelle garantie, pêche durable, etc. On accepte également les produits qui comportent la mention fermier. Voilà, donc ça concerne les œufs, le fromage, les volailles. Jusqu'au 31 décembre 2029 sont acceptés aussi les produits issus d'une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2, les produits bénéficiant du logo région ultra-périphérique. Et il y a une tolérance également pour les produits dits équivalents. Et là encore, c'est une analyse faite au cas par cas. Donc voilà, vraiment pour aller au plus simple, je vous conseille d'aller vers au moins 20% de bio et le reste avec les labels connus cités juste ici. Hop. Autre chose importante aussi, les 50% de produits de qualité et durables. Dans ces 50% doivent être inclus également les boissons et les collations. Donc, c'est vraiment tous les produits alimentaires que vous mettez à disposition des consommateurs. Hop, voilà. Donc là, je vous ai fait un petit schéma du coup pour récapituler. Donc, parmi tous les produits alimentaires, voilà, vous devez avoir 50% de vos produits toujours en valeur hors taxe d'achat en euros, qui doivent être durables et de qualité, dont 20% bio. Et du coup, le reste, 30% environ, doivent comporter un de ces labels. Voilà. Et autre chose aussi à préciser, alors les restaurants collectifs sont aussi fortement encouragés à développer l'achat de produits issus du commerce équitable. Voilà, ça compte pas dans les 50%, mais c'est quand même spécifié dans cette mesure. Donc là, au niveau des préconisations, du coup, je vous invite directement à dresser votre liste de fournisseurs. Donc voilà, vous allez être fortement aidé par Ami2 pour cette partie-là. D'ailleurs, je vais vous donner aussi dans la partie ressources juste après le lien qui vous permet d'aller, de télécharger en fait leur catalogue de fournisseurs qui répondent tous aux exigences Egalim. Donc voilà, pour vous faciliter la tâche. Ensuite, vous pouvez tenir un tableau d'approvisionnement. Donc là encore, il y aura un lien pour télécharger directement un tableau. Vous n'aurez plus qu'à le remplir dans la partie ressources. Donc voilà, le but c'est de remplir ce tableau en indiquant les coûts par produit acheté et d'établir une politique d'achat durable aussi, donc qui soit formalisée, voilà, pour correspondre au cadre de la loi. Et enfin, d'appliquer une gestion mutualisée des approvisionnements, donc ce qu'on appelle la GMA. L'idée, c'est en fait d'organiser des livraisons mutualisées pour réduire le surcoût éventuel. Voilà, on sait qu'en achetant des produits bio ou des produits labellisés, ça va souvent impliquer un surcoût par rapport aux produits traditionnels.
Donc voilà, pour compenser ce surcoût, en fait, la gestion mutualisée, c'est tout simplement, pour vous donner un exemple concret, vous êtes un EHPAD, vous avez une cantine scolaire dans votre quartier, et ben vous allez pouvoir tout simplement vous mettre d'accord avec cette structure pour choisir en fait les mêmes fournisseurs et vous faire livrer par le même camion. Voilà, c'est un peu le même système que le covoiturage, mais pour la chaîne d'approvisionnement. Voilà, donc là, comme je vous l'ai dit, donc vous avez le lien qui vous permet de télécharger la liste des fournisseurs AMI 2. On vous enverra de toute façon le support à la fin de cette première session. Le lien qui vous permet de télécharger le tableau d'approvisionnement. Là, vous avez le lien vers la boîte à outils Localim. Donc, c'est un site internet. Vous verrez, je vous invite vraiment à le parcourir. Vous avez plein de ressources et d'informations, de documents à télécharger concernant cette loi Egalim. Et je vous invite également aussi à consulter le guide de l'ADEME sur l'alimentation durable. Voilà, ça peut vous donner quelques pistes. Hop. Et avant de recueillir vos bonnes pratiques, du coup, je voulais vous montrer une deuxième vidéo. Donc là, ça concerne un lycée du Centre Val-de-Loire, en fait, qui va tout simplement vous partager ses bonnes pratiques et son retour d'expérience sur le sujet. Hop. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je me mets sur la deuxième fenêtre. Voilà. Une salade de tomates ou une baguette de pain. Si vous sentez pardon, là, c'est la pub juste après le repas et que vous êtes embêté par des problèmes digestifs comme des... Hop. Ici, donc, on est sur une cité scolaire où on regroupe donc le collège Augustin-Thierry, le lycée Augustin-Thierry et le lycée professionnel donc, du lycée Augustin-Thierry. On sert donc tous ces élèves le midi, ce qui correspond à peu près à 1150 repas tous les midis. Petit à petit, on a essayé de se créer un carnet d'adresses de petits producteurs locaux à pouvoir s'approvisionner voilà, en produits de saison, local. Alors local ou bio ou les deux. Quoi. Le premier bénéfice de l'approvisionnement local, c'est surtout toute la fraîcheur des produits qu'on ne peut pas retrouver avec des distributeurs. Qui ont voyagé, qui ont été entreposés dans les chambres froides. Donc nous, c'est des produits qui sont souvent ramassés la veille, et donc on a une fraîcheur qu'on ne peut pas retrouver avec les autres distributeurs. Un produit qui est plus frais va être meilleur gustativement. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'il va être meilleur nutritivement. Le bien-être des cuisiniers à travailler des produits locaux fait qu'après, tu as une meilleure ambiance dans l'équipe, ils se sentent mieux dans le boulot, au moins ils se sentent, investis, puis ils sont moteurs de l'action, quoi. Et ça, ils aiment bien, quoi. Pour les élèves, c'est aussi intéressant, mais bon, ça passe par la communication. Nous, il faut qu'on communique énormément sur justement les produits, l'origine des produits. Et quand ils arrivent donc à s'identifier les produits, à savoir d'où ils viennent, du coup, ils y trouvent plus d'intérêt à regarder les produits, les entrées, tout ça, et à goûter. Rien n'est simple hein, quand on veut changer les choses. Forcément, nous, il aurait été plus facile d'avoir 2 distributeurs de fruits et légumes. Je fais que 2 bons de commande, on n'a que 2 livraisons au niveau de la manutention et tout ça. Ça va être plus simple. On y gagne, nous, des fois financièrement, parce qu'il y a justement, il n'y a pas cette multitude d'intermédiaires qui fait que voilà, ils se prennent des marges, et du coup, voilà. Et donc, du coup, on arrive à avoir des produits des fois de meilleure qualité avec le même prix. Après, c'est une satisfaction de donner des produits plus sains, de meilleure qualité aux élèves. Nous, c'est une satisfaction de faire découvrir des produits aux élèves, puis après, qu'ils aient plus le sourire par rapport à ce qu'ils mangent et tout ça, c'est intéressant pour nous, c'est revalorisant. Voilà, donc là, dans cette vidéo, ils ont parlé beaucoup de local. Alors, il faut savoir que le local ne fait pas partie du coup de l'exigence là dans le cadre de cette loi, même si c'est vrai que c'est fortement recommandé quand même d'aller vers des produits locaux.
ça permet tout simplement voilà, d'avoir des produits plus frais, de saison, et puis aussi de favoriser des modes de production et d'acheminement plus éco-responsables. Et en plus, comme ils l'ont dit dans la vidéo, donc ça permet aussi de réduire les surcoûts, justement en réduisant le nombre d'intermédiaires. Voilà, donc par rapport à tout ça, du coup, moi, je voulais avoir un petit peu votre état d'esprit là par rapport à ce qu'on vient de se dire. Savoir si, du coup, vous êtes plutôt comme sur la première photo, à vouloir appeler à l'aide, à être complètement démunis, dépassés. Si vous vous sentez plutôt comme sur la deuxième, à vous dire ok, bah nous on est motivés, c'est parti, on y va. Ou si vous vous sentez comme sur la troisième photo, complètement relax, trop facile, nous tout ça c'est déjà fait, donc voilà. Et si c'est le cas, justement, ce serait intéressant aussi d'avoir votre retour d'expérience et vos bonnes pratiques sur le sujet. Voilà, donc je vous invite à indiquer directement sur la discussion si vous êtes plutôt numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 et de prendre la parole directement pour nous partager vos bonnes pratiques. À partir de là, hop, allez, on revient. Je vais arrêter la présentation. Alors nous, voilà, donc on est un EHPAD, résidence autonomie à Marseille, donc avec une cuisine interne, hein, pas du tout sous-traitée, hein, tout est interne. Donc on est plutôt dans un état d'esprit go. On a essayé déjà de commencer à comprendre cette nouvelle réglementation. On a essayé aussi de la partager avec les résidents qui sont tout à fait partants. Nos freins sont plutôt au niveau de notre équipe parce qu'il y a évidemment, il faut convaincre. Donc, quand vous dites qu'il faut beaucoup communiquer, c'est effectivement ça, pour lever un peu les freins. Bon, on a commencé à mettre en place un certain nombre de choses. Bon, il y a des produits bio qui ont été introduits, bien entendu. Hein. C'est assez facile hein, de les piocher dans la mercuriale, mais on sent qu'on peut aller plus loin et on a besoin effectivement de soutien pour mieux communiquer et entraîner l'équipe. Donc, le témoignage était intéressant parce que j'ai noté qu'il faut que les personnes concernées en tirent de la satisfaction. Et c'est ça qu'il faut je pense qu'il faut travailler parce que le levier, il est là. Après, on fera les choses, elles vont se faire parce que la volonté, au niveau direction, elle y est, mais j'aimerais que ce soit convaincre pour entraîner et que, voilà, que ce soit beaucoup plus partagé. D'accord. Vous souhaitez convaincre d'abord vos salariés pour aussi convaincre, j'imagine, les personnes qui seront servies? Ah, mais elles sont tout à fait partantes puisqu'on a déjà fait des groupes de parole avec les résidents. Ils sont déjà au courant, sensibilisés. Ils sont surtout ce qui les motive beaucoup, c'est l'histoire du gaspillage alimentaire. Nos anciens ont horreur du gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est déjà ils sont acquis à la cause. Après, c'est la concrétisation, la recherche aussi d'autres sources d'approvisionnement. Enfin, il faut faire un effort. On sort un peu de notre zone de confort. Et ça demande un investissement et il faut arriver à ce que tout soit partant ensemble. Le go ensemble. C'est ça, oui. À chaque fois qu'il y a un changement, de toute façon, ça implique des efforts supplémentaires. Mais oui, vous avez raison. Et vous, du coup, quelle est votre stratégie par rapport à ça? Est-ce que vous pensez aller plus sur des produits locaux ou aller vers des fournisseurs bio, labellisés, pas forcément locaux? On aimerait trouver des producteurs locaux, effectivement. On a des pistes, hein, mais ça va demander quand même un effort aussi, un changement de mentalité, parce que là, d'abord, on établit notre grille de menu à l'avance, alors que là, ça va être un petit peu l'inverse. Il va falloir être plus souple en fonction de ce qui nous est fourni. Il va falloir qu'on change les menus et qu'on s'adapte aux produits. C'est quand même un peu révolutionnaire en resto collectif, hein, parce qu'il va falloir beaucoup plus de souplesse et d'adaptation. Oui, et j'imagine dans la gestion des stocks aussi, puisque voilà, si ce sont des produits plus frais, ça implique aussi de... Voilà, il faut les travailler rapidement aussi. C'est ça. Non, il y a un gros changement d'habitude de travail, quand même. C'est pas rien.
Donc, les résidents sont convaincus et partants, l'équipe de direction aussi, mais je sens qu'au niveau de l'équipe de restauration, il va falloir, ils sont vraiment très, très impliqués, mais il va falloir aussi les soutenir parce que ça va quand même changer leurs habitudes de travail. C'est pas rien, c'est pas rien. Voilà. D'accord. Donc, on est égaux, mais on a besoin de soutien, c'est clair. Ouais. Vous pensez que c'est quelque chose qui va se faire plutôt sur le long terme ou qui va se faire, qui peut se faire rapidement, mais avec un besoin oui, d'aide. D'un tremplin, ouais. Voilà, de tremplin, support de com, enfin tout ce qu'on peut trouver pour, voilà, pour convaincre encore davantage et puis voilà, entraîner, parce que ça va demander un effort quand même, hein, un surcroît d'énergie pour s'y mettre à fond. D'accord. En tout cas, merci d'organiser ce genre de rendez-vous. Ça nous renforce, voilà, ça nous fortifie dans la démarche. Ça marche. Bah, merci à Ami2 qui a organisé ce webinaire. Et merci à vous de votre retour d'expérience. Du coup, s'il y a d'autres structures peut-être qui aimeraient partager justement leurs bonnes pratiques pour donner des idées et donner des conseils sur la communication justement ou autre. On a dans le chat, on a Madame Pied-Noir, Mesdames Poulet et Madame Bodichon qui sont plutôt autour du 2. Mesdames Poulet, entre 2 et 3, pour nous, c'est un travail quotidien. Ça fait pas mal de temps qu'on parle d'Egalim. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole, peut-être pour expliquer vos démarches à l'heure actuelle ou pas du tout. Mesdames. Je ne sais pas si le micro est possible. Non. Et Madame Bodichon, plutôt 2, mais nous craignons pour l'aspect financier sans que cela ait un impact pour nos résidents. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Anaïs, sur l'aspect financier. Ah, pas de micro. Ok. Ouais, alors justement, pour l'aspect financier, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure dans la vidéo et quand je parlais aussi de la gestion mutualisée. C'est vrai qu'il y a des outils, des solutions qui permettent justement de compenser ces surcoûts. Après, voilà, faut voir bien sûr au cas par cas ce qui est applicable, vous, dans votre structure, avec vos salariés, avec vos équipes. Et puis voilà, de voir ce que vous êtes prêts aussi à faire pour vous conformer en fait à cette mesure. Après, je sais que chaque structure peut avoir ses propres contraintes, donc voilà, ce serait intéressant justement d'en discuter directement. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole ou. Il y a un problème de micro. Oui, Madame. Pardon. Excusez-moi. Bonjour. Donc, en Bonjour. effet, ça peut avoir un impact financier dans la mesure où nous faisons déjà que du maison, avec que des produits frais. Nous essayons aussi de prendre des produits locaux. Le poissonnier ou d'autres fournisseurs sont locaux. Donc, avec un achat au plus près de la consommation. Ceci étant, nous n'avons pas d'aide financière. C'est une structure en autonomie totale. Ce qui fait que forcément, à un moment donné, budgétairement, on sera obligé de passer sur un impact financier pour les résidents, je pense, hein, dans la mesure où les produits bio locaux sont très chers chez nous. Donc après, il peut y avoir des négociations avec les agriculteurs, les producteurs, mais pour autant, je pense que ça restera plus cher que ce que l'on a aujourd'hui. Oui, c'est aussi le dilemme. Vous êtes déjà en fait sur des produits de qualité, mais qui ne sont pas reconnus comme de qualité par les exigences de la loi, dans le sens où ils ne sont pas forcément labellisés. Exactement. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est le dilemme aussi. Après, voilà, là malheureusement, il faut quand même respecter les termes de la loi, mais après, voilà, c'est aussi, il faut déjà avoir les fournisseurs qui le permettent, donc près de chez vous. Sinon, j'espère que la liste justement des fournisseurs Ami2 pourra vous permettre de trouver des solutions près de chez vous ou pas, mais au moins sur des produits qui vous permettent de vous conformer, de vous conformer à cette loi. Ouais. Je te laisse regarder un petit peu le chat. En fait, il y a des soucis de micro, donc tu as des petites descriptions dans le chat de cuisine authentique, Mesdames Poulet, de Madame Pied-Noir aussi, si tu veux rebondir sur ça. Oui. Et je rebondis d'ailleurs sur ce que disait tout à l'heure Madame Bodichon au niveau des aides financières.
Je ne sais pas si vous avez regardé, je sais qu'il y a l'ADEME qui propose une aide qui s'appelle Gringo. Alors, il faut que je vois plus en détail avec eux parce que c'est vraiment compliqué parfois de décortiquer toutes ces aides, de bien comprendre qui est concerné, enfin, qui est éligible ou pas. Mais voilà, il y a l'aide Gringo, je sais, qui concerne l'alimentation. Et il faudrait se renseigner, en fait, si vous êtes aussi éligible en tant que restaurant collectif pour ces aides financières. Je vais regarder, effectivement. Je vous remercie. J'essaierai de me renseigner aussi plus en détail de mon côté et puis on vous enverra une documentation si besoin après ce webinaire ou au cours des 2 autres sessions. Très bien. Alors, il y a nos acheteurs qui souhaitent prendre la main, Valérie et David. Oui. Donc, bonjour à tous. Vous avez un site, je ne sais pas si vous connaissez aussi, pour calculer un peu votre part de produits Egalim, entre guillemets, votre valeur de produits Egalim. C'est un site qui a été créé par le gouvernement, qui est une version bêta, mais qui est pas mal. C'est macantine.beta.gouv. Oui. Et, vous pouvez rentrer vos entre guillemets, les montants de vos achats et ça va vous calculer votre part d'Egalim. Oui, exact. C'est un site que j'avais vu également. Alors, je ne sais pas si je l'ai noté là dans les ressources sur cette première partie. Mais en tout cas, elle fera partie aussi des liens ressources dans les 2 autres sessions de webinaire. Et oui, c'est vrai que c'est un très bel outil pour vous aider aussi dans la mise en conformité de cette loi Egalim. Et puis, juste pour info, pour les mercuriales qui seront à venir sur 2022-2023, on va travailler à vous mettre une colonne Egalim pour que vous puissiez faire des filtres sur les mercuriales, entre guillemets, si vous travaillez avec Excel. On vous mettra un filtre de façon à avoir tous les produits éligibles Egalim dans nos mercus. Voilà. Ce sera quelque chose qui, en un clic, vous aurez toute la liste. D'accord. Alors là, je vois donc justement un témoignage de Madame Pied-Noir qui dit « Nous sommes en cours de marché où nous avons intégré le bio concernant les labels. Nous avons AOP, IGP, AOC. Concernant le bio, il est clair que l'aspect financier interroge. » Donc justement, est-ce que vous avez mis en place des choses pour compenser ce surcoût? Est-ce que ça a été un réel frein ou est-ce que vous avez réussi à dépasser justement ce frein et comment vous avez réussi à le faire? Ce serait intéressant. Elle n'a pas de micro, donc elle va pouvoir écrire dans le chat. C'est ça, je vais lui laisser le temps peut-être d'écrire dans le chat et en attendant, je vais peut-être parcourir les autres questions. Nous essayons d'avoir une consommation locale avec des fournisseurs locaux. Le reste de nos produits est à 90% français. C'est souvent le prix qui nous bloque sur l'achat bio. Ouais, ça, c'est vrai que c'est toujours un petit peu le problème. Alors, on a dit tout à l'heure au moins 20% de produits bio. Voilà, c'est au moins 20%, mais il est clair que si vous avez 50% de produits bio, à ce moment-là, vous remplissez directement la mesure de la loi et pas besoin d'aller ensuite vers les autres labels. Est-ce que l'obligation de bio s'applique à partir du 1er janvier 2022 ? Alors, l'échéance, c'est bien le 1er janvier 2022. Pour les produits, pour la première mesure, en tout cas, qui concerne l'application de produits bio et de qualité dans son restaurant. Voilà, donc Madame Pinoir nous dit c'est en cours d'étude pour l'aspect financier. Nous sommes plus que go. On anticipe Egalim dans le marché en cours depuis 2020. 30% de bio et 20% de qualité. Plus de plastique, mais le cadre de la loi est compliqué à comprendre et mettre en œuvre. Oui, donc justement, d'où l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est de pouvoir vous aider vraiment à avoir toutes les informations et à mieux comprendre en fait toutes les mesures de cette loi qui vous concerne et de vous aider aussi dans l'application.
Donc voilà, j'espère que, enfin là, on n'a vu qu'une seule des 5 mesures qui concernent la restauration collective. J'espère que les 2 autres sessions pourront vous aider aussi sur le reste des mesures qui vous concernent. Donc vous étiez à 30% de bio, plus de plastique. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors pour le plastique, du coup, on le verra peut-être, c'est un sujet qu'on verra dans les prochaines sessions, mais du coup, pour ce qui concerne les produits bio, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, comment vous avez choisi vos fournisseurs? Est-ce que ce sont des fournisseurs locaux? Voilà, et toujours pareil sur l'aspect financier, est-ce que vous avez des conseils pour compenser en fait le surcoût de l'achat de produits bio? Je suis du coup en attendant les prochaines questions. Oui. Hop. Je vous laisse la main du coup. Je ne sais pas, monsieur, si vous avez un micro ou pas. Problème de micro. Ok. Si vous voulez réactiver votre micro ou sinon, voilà, essayez de... Ça marche. Bon, sinon, je vous laisse nous expliquer dans la discussion. En attendant, je vais prendre la question. Bonjour, est-il obligatoire d'inscrire sur le menu mis à l'affichage les produits bio en EHPAD? Alors ça, c'est pareil, ça fera partie d'une prochaine mesure, du coup, l'information sur la qualité des produits. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans la deuxième session, du coup, dans la prochaine session qui aura lieu le 7 octobre. Mais oui, ça fait partie des obligations de la loi Egalim. Voilà, alors là, on a un retour d'expérience. Pour nous, la compensation du bio passe par le choix du menu. Afin d'équilibrer le coût du repas, nous mettrons par exemple pâte bolognaise, riz. Alors, je ne sais pas si vous aviez d'autres... Alors, là, on a monsieur Bernard qui nous dit « Nous sommes une micro-crèche. Nous achetons bio principalement les produits d'épicerie, les fruits et légumes en local directement au marché-gare, le poisson en pêche responsable et congelé, la viande dont les produits en bio sont très chers. Ils sont pris en congelé traditionnel. » Très bien. Et donc, vous voulez poser une question? Non, c'est 2 personnes différentes. Il y a une question qui doit être en train d'être. Oui, monsieur Humbert, je crois, veut poser une question. 50% de bio en valeur, c'est moins favorable pour les convives que 50% de produits en volume. En valeur d'achat. Oui, alors peut-être, mais là, ouais, dans le cadre de la loi Egalim, voilà, il demande en fait que ce soit vraiment 50% en valeur hors taxe d'achat. Et donc, concernant cuisine authentique, pour justement, donc, de ce que j'ai compris, vous avez réadapté un petit peu vos menus par rapport à ce passage en bio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail ce que vous avez dû changer? Voilà, je vous invite à allumer votre micro pour nous signaler. Oui, les 50%, c'est pas forcément 50% de bio, c'est 20% minimum de bio et le reste de produits labellisés. Comme l'a dit Christelle.
Hop. Donc, vous n'avez pas de micro. Ça va être compliqué, du coup, de pouvoir échanger directement. Si quelqu'un, si l'un d'entre vous, du coup, a un micro qui fonctionne et souhaite prendre la parole voilà, pour donner des conseils ou pour tout simplement nous expliquer un petit peu comment l'application de cette loi a été mise en place dans sa structure. Ça permettrait à tout le monde d'avoir un peu plus de pistes, un peu plus d'idées. Est-ce qu'il y a d'autres questions en cours d'écriture ou des personnes qui souhaitent prendre la parole dans cette fin de session? Il y a 20 participants. Si vous... on a un retour sur le chat. Alors, nous mettons au minimum du bio 2 fois par semaine, essentiellement en fromage, yaourt emballé. Et ces jours-là, nous compensons avec des menus plus simples. Voilà, donc ça peut être aussi une solution, du coup, d'adapter les menus, de réduire peut-être un petit peu les quantités si elles étaient élevées. Ça permet, en plus de réduire les coûts, ça permet aussi de réduire le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est un gros sujet aussi qu'on abordera lors de la 3e session de ce webinaire. Donc voilà, il y a plusieurs solutions, plusieurs pistes en fait qui peuvent vous permettre de compenser en fait ces surcoûts liés à l'achat de bio et de produits labellisés. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les personnes présentes. Sinon, je crois que l'équipe d'Ami 2 va vous envoyer de toute façon un questionnaire de satisfaction où vous pourrez aussi poser les questions. Voilà, s'il y a des choses s'il y a des questions que vous n'avez pas pu poser ou que vous n'avez pas eu le temps de poser, vous pourrez les poser du coup sur ce questionnaire. Et puis, on essaiera d'y répondre dans les meilleurs délais. Voilà, Cuisine Authentique nous dit les 20% de bio sont compliqués à atteindre. Nous étudions aussi l'épicerie sèche en bio, semoule, riz, pâtes. Oui. Donc, oui, les produits, en fait, qui sont... là, dont on parle dans cette mesure, comme je disais, ça concerne vraiment tous les produits alimentaires. Donc, vous pouvez choisir d'acheter des produits bio. Alors là, comme dit Cuisine Authentique, que sur l'épicerie sèche. Mais vous pouvez aussi choisir d'aller vers des boissons, par exemple, bio. Je ne sais pas si vous avez des jus de fruits bio ou ce genre de choses. Ça concerne aussi les boissons, les collations. Donc voilà. Après, c'est vous qui choisissez. Mais il faut que ça représente 20% minimum en valeur d'achat par rapport au total, par rapport au coût total de vos produits alimentaires. Une des problématiques des Galim, si je peux me permettre, c'est que souvent, c'est que vous allez pouvoir acheter des produits en euros kilo qui sont faibles, comme l'épicerie, les fruits et légumes qui seront plus faibles. Et il faudrait presque aller dans la viande, dans les produits un peu carnés, des choses comme ça, pour pouvoir augmenter rapidement votre niveau d'achat. Donc pour ça, après, c'est une gestion derrière de cuisine, comme vous disiez tout à l'heure, un peu le gaspillage, plutôt mettre des produits à valeur un peu plus chère, peut-être un peu plus de qualité, mais en réduisant les coûts portions. Ça, c'est une des solutions qui peut être intéressante. Et puis après, mais voilà, c'est vrai que pour l'instant, tout le monde va dans le bio, dans les pâtes qui coûtent, c'est ce qui coûte le moins cher, les fruits et légumes. Et puis, qu'est-ce qui aussi peut faire, voilà. Aujourd'hui, on va dire, si pour atteindre, je pense, l'objectif, franchement, en 2022, si on ne passe pas par des produits carnés, du poisson, du MSC, des choses comme ça, vous n'intégrez pas dans vos menus, ça va être un peu compliqué
qu'avec des pâtes, qu'avec du riz, bon, des féculents. Après, bon, vous avez tout ce qui arrive sur le marché, mais après, c'est pareil. Hein, tout ce qui est produit qui va être éligible HVE, HVE1, HVE2, toutes ces choses-là, ça va être dans les fruits, les fruits et les légumes. Mais bon, c'est nous, ce qu'on va essayer de vous mettre à jour pour 2022, ça va être des listes par fournisseurs qui auront tous les produits éligibles Egalim. Ils ne seront pas spécialement dans les mercuriales AMI 2, parce qu'on ne peut pas négocier tous les produits ligne à ligne. Mais je pense qu'on fera des focus mensuels sur les nouveaux produits. Voilà, parce que tous les distributeurs avec qui vous travaillez, au final, étoffent leur gamme de plus en plus. Et puis après, Valérie et moi, on sera là. Si vous avez besoin des questions, des fois en direct chez AMI 2, il ne faut pas hésiter à contacter votre délégué. Et nous, après en direct, vous demandez nos informations et puis on vous aidera sur ce qu'on peut faire. Oui, alors oui, de réduire les quantités, comme vous l'avez dit, les quantités de viande, c'est vrai que c'est une solution. Après, on le verra aussi justement dans les prochaines sessions. Mais l'idée de cette loi Egalim, c'est justement de réduire la quantité de viande et de diversifier en fait les protéines. Donc d'aller plutôt vers des protéines plus végétales. Voilà, d'aller par exemple plus vers des lentilles ou voilà, pour réduire en fait, aller vers plus de repas végétariens. Et réduire la quantité de viande dans nos repas. Donc ça peut permettre déjà en réduisant la quantité de viande, ça permet déjà de réduire un petit peu les coûts. Et en plus, ça permet de se conformer encore plus à la loi Egalim sur cette mesure justement qui concerne la diversification des protéines. On a Cuisine Authentique qui rebondit sur le discours de David par rapport à la viande. Un coup de viande bio est impossible pour nous. Nous avons besoin d'environ 180 kg de viande par service avec un coût à respecter par repas. Donc, effectivement, d'où la première stratégie qui est de travailler sur les pâtes, le riz et tous ces aliments qui sont un peu plus simples. Ouais, mais ça, on en est conscient, mais nous, on discute beaucoup avec les distributeurs. Je pense que ça va être presque impossible si vous faites que des pâtes ou quand on ramène au plat végétarien. Après, il existe des produits, veggie, des sauces bolognaises veggie, des choses comme ça que vous pourrez utiliser. On est en faible euro kilo et comme c'est un montant par rapport à vos achats annuels, 50%, ça on le comprend, mais bon, c'est pour ça que avec des distributeurs, nous en discussion, on pense que ça va être difficile d'atteindre les objectifs. Hein. Sauf s'il y a des aides, comme disait Anaïs. Voilà, il y a certains départements qui vont donner des aides, mais ou après, est-ce que ça va être à revoir? Est-ce que ça va être revu aussi dans des établissements? On a un industriel la semaine dernière qui nous a dit que la PHP vont revoir leur budget à la hausse justement pour pouvoir alimentaire, pour pouvoir essayer d'intégrer la fameuse loi Egalim et être dans les clous dès 2022. Compliqué avec le budget que vous avez, ça on comprend, c'est compliqué. Hein. On a Cuisine Authentique qui nous dit le repas végétarien est déjà imposé une fois par semaine, mais celui-ci est peu apprécié des enfants et encore moins des parents. Oui, donc le sujet des repas végétariens, ça fait pas encore l'unanimité. Je pense que les gens commencent à être de plus en plus sensibilisés sur ce sujet. Voilà, c'est vrai qu'il y a encore un gros travail de communication à faire pour expliquer en fait qu'on peut avoir le même nombre de protéines en fait, mais avec des produits végétaux. Donc voilà, après il faut adapter un petit peu les menus. Ça implique, voilà, comme on disait tout à l'heure, des changements et des efforts à fournir supplémentaires. Mais nous, AMI 2, après, bon, il ne faut pas qu'on ait qu'un adhérent, mais AMI 2, on peut mettre en place avec des industriels, des distributeurs, bon, des Pomona, des Transgourmet ou des industriels même. On peut mettre en place une session, une réunion culinaire avec des chefs pour apprendre justement à cuisiner les produits végétariens, à faire des recettes bonnes en goût
et qui plaisent aux enfants. Ça, c'est des choses qui sont faisables. Nous, on peut vous accompagner là-dessus. Moi, avec un délégué, mettons avec Valentin, Christelle, ça dépend de la région. Tous nos délégués, on organise ça en région, où on peut faire un truc sur Paris ou dans un de vos établissements s'il y en a un qui est OK. Et on peut organiser des choses comme ça. Aujourd'hui, ce qui passe très bien au niveau de la cantine scolaire, c'est Panzani fait une sauce veggie qui vend dans 1 litre. Franchement, on l'a goûté avec ma collègue Valérie. Les enfants, ils ont l'impression de manger du steak haché. Pourtant, tout est végétarien. Donc, vous mettez les pâtes en bio avec ça, vous êtes complètement dans la loi Egalim. Et puis, en termes gustatifs, franchement, l'enfant, il ne fait pas la différence. Oui, maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de produits dérivés comme ça, de faux steak haché ou ce genre de produit, en fait, qui permet d'avoir le goût, mais avec des protéines végétales. Alors, Georges Bernard nous dit « La grande distribution a souvent des produits frais bio, yaourts, desserts lactés, lait à leur marque qui sont à peine plus chers que les marques nationales. » Donc, voilà, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Après, je pense que, justement, dans les fournisseurs Ami 2, vous allez pouvoir… je pense que Ami 2 va pouvoir vous conseiller aussi sur des fournisseurs qui sont peut-être à des prix corrects et qui correspondent aussi aux exigences Egalim. Alors, Madame Baudichon nous dit « On ne peut pas donner des pâtes et du riz à nos résidents pour un équilibre alimentaire de ce nom. » Oui, après, voilà, c'est en fonction, bien sûr, des contraintes de chaque activité. Il est vrai que le repas végétarien imposé 1 fois par semaine n'est pas du tout apprécié, que ce soit pour les enfants de la cantine scolaire et des résidents en EHPAD. C'est pour rebondir sur la question. Oui. Mais ça, c'est vrai que c'est surprenant parce que c'est un sujet quand même qui se développe de plus en plus. Donc voilà, après, oui, c'est normal qu'il y ait encore des personnes qui soient un peu réfractaires à ce changement, mais bon, après… Peut-être que justement Cuisine Authentique peut nous faire un retour sur comment ils ont réussi à passer ce blocage. Peut-être que vous avez trouvé des solutions pour passer ce blocage du repas végétarien. On a Madame Pied-Noir, par exemple, qui nous dit « Pour nous, en EHPAD, le repas végétarien passe bien en remplaçant la viande par les œufs. » Donc, le sujet des repas végétariens, on le verra dans la prochaine session, mais c'est vrai que ce qui pèse le plus, en fait, dans l'impact carbone, c'est vraiment le bœuf. Et voilà. Et dans ce qui pèse le moins sur l'impact carbone, vous avez les œufs, vous avez bien sûr tout ce qui est protéines végétales. Voilà, la viande blanche comme le poulet, la viande de volaille pèse beaucoup moins sur notre empreinte carbone que même le fromage, les produits laitiers. Je vous donnerai, je vous montrerai justement un petit schéma dans la prochaine session pour pouvoir visualiser tout ça. Est-ce que l'on peut concilier adaptation des menus végétariens et exigence des normes telles que le GERCM qui précise le pourcentage de chaque type de denrée? Alors oui, ça c'est pareil, c'est un sujet qu'on va aborder dans les prochaines sessions, donc je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, surtout que je vois l'heure passer, on arrive du coup à la fin de cette première session. Voilà, mais n'hésitez pas du coup à reposer la question lors de la prochaine session. Pour les crèches périscolaires, la CAF, via une aide Fonds public et territoire Axe Innovation, peut allouer des aides en fonctionnement, mais c'est du one-shot. Voilà, donc vous avez des aides soit au niveau de l'ADEME, soit après à voir en fonction de où vous vous situez géographiquement, en fonction de vos régions, de vos départements. On a une autre remarque en EHPAD, les résidents demandent souvent un repas du soir plus léger et moins carné. Voilà, donc c'est justement peut-être l'occasion à ce moment-là de proposer des protéines végétales.
Cuisine Authentique nous dit « Nous avons modifié nos menus, lasagne de légumes, couscous à base de boulgour. Nous avons aboli tous les steaks végétariens, croques, fromage. » Voilà, donc les lasagnes de légumes, c'est vrai que ça, c'est un genre de plat qui est vraiment apprécié dans les restaurants. Donc après, je ne sais pas au niveau des restaurations, au niveau des restaurants collectifs, si vous avez des bons retours. Mais en général, c'est quand même un plat qui est apprécié. Hop. Donc, nous avons aboli les steaks végétariens croque-fromage qui ne sont vraiment pas aimés. OK. Nous avons testé des aliments végétariens sur les enfants de la crèche, mais nous n'avons pas encore trouvé ce qui leur plaît. Nous attendons avec impatience le retour des salons. Ça marche. Ok, et ben, je vous remercie pour tous ces retours d'expérience et voilà tout ce que vous nous partagez. N'hésitez pas donc du coup à poser des questions supplémentaires peut-être dans le questionnaire de satisfaction qu'on vous enverra par la suite. Et puis du coup, ce sera l'occasion de relancer tous ces sujets lors de la prochaine session qui se tiendra, donc comme on l'a dit, le jeudi 7 octobre. Voilà, donc merci à vous tous pour votre participation et puis on vous attend du coup prochainement pour le 7 octobre.